Bonjour Pablo, bienvenue à Vue sur le Jazz International. Comment ça va? Bonjour Coco, bonjour Bonjour. Christine. Bonjour. Écoute, ça va très bien. Je suis très content qu'on ait l'occasion de faire cette petite rencontre. Et voilà, Ah oui? tout se passe bien ici à Paris. Et voilà, je profite de la saison là pour préparer plein de concerts. Donc ça va bien. Je suis en pleine phase de travail et de composition, de réflexion. Alors, dis-moi, Pablo, quand on lit des choses sur toi, on voit Paris, on voit New Ouais, York. ouais. Tu es souvent à New York, tu y vas tout le temps, tu fais des choses là-bas. Pourquoi Paris, New York, ces deux grandes capitales? Alors, New York, c'est une ville qui est très très chère à mon cœur parce que j'y ai passé beaucoup de temps. J'ai étudié là-bas avec une légende du jazz qui est un monsieur qui est décédé récemment, qui s'appelle Barry Harris, qui est un grand pianiste, un grand pédagogue aussi. Et Oui. il est venu en Europe beaucoup parce il avait construit cette communauté d'élèves un peu autour du monde. Moi, je l'ai rencontré à Rome en 2015-2016 et c'est quelqu'un qui a été très important pour mon changement un peu de carrière parce que moi, je viens pas de la musique, moi j'avais fait d'autres études et du coup, il m'a beaucoup encouragé à essayer de suivre cette voie-là. Donc ça a créé un lien et puis j'ai beaucoup suivi ses ateliers par la suite et ça a créé un lien avec New York où je suis allé, où j'ai rencontré plein de musiciens, où j'ai goûté un petit peu la vie nocturne là-bas, les clubs, la jam au Smalls jusqu'à pas d'heure, rentrer à 6 heures du matin et recommencer le lendemain à écouter de la musique, en faire, rencontrer plein de musiciens, voir aussi le niveau incroyable qu'il y a à New York. Euh, Moi, je dis toujours, d'être un jazzman à New York aujourd'hui, je pense que c'est un peu se sentir comme un peintre à Florence pendant la Renaissance. Tu te dis, waouh, c'est ici que les meilleurs éléments sont réunis. Tu sens une énergie, une vibration. Tu te dis, je suis au centre du monde du jazz quand je suis à New York là-bas. Il y a quelque chose de magique. Et du coup, c'est un endroit où j'aime aller pour écouter ce qui se fait de mieux, prendre de l'énergie, prendre de l'inspiration. Et, et voilà, du coup, bon, bien sûr, ça fait depuis un peu avant le confinement que j'y suis pas retourné. Ça, c'est un petit peu compliqué les choses pour tout le monde. Voilà, je sais que la vie était déjà compliquée pour les musiciens de jazz là-bas. Elle était encore plus pendant la période du lockdown. Donc, ça a aussi compliqué bien sûr la logistique d'y aller. Donc c'est une ville qui me manque beaucoup, j'y pense beaucoup en ce moment et voilà, je vais essayer d'y retourner en juin et de voir voilà tous mes amis et d'en rencontrer de nouveaux. Toi qui joues le blues, Memphis, New Orleans, c'est bien aussi. Alors ça c'est des gros angles morts de mon exploration géographique. J'adorerais y aller, il faut que ça se fasse parce que voilà, quand moi j'ai grandi sur la scène swing avec des musiciens de swing. Euh, Mon répertoire s'est un peu déplacé parce que maintenant j'adore, on va dire, quelque chose qui est entre le Great American Songbook, les standards, et le bebop. Mais à la base, moi, là d'où je viens, c'est vraiment du swing. Vraiment, quand je suis arrivé à Paris, là où j'ai fait le métier, c'est le caveau de la Huchette, où on joue pour les danseurs. Et il y a un dance floor devant nous, et il faut swinger. Et si ça swing pas ou que les tempos vont pas ou changent, ils te le font savoir. Et ils sont sans. Très bonne Et moi, école, très bonne école, très bonne école. excellente école parce que tu apprends plein de morceaux, justement, un répertoire un peu particulier qui est peut-être un peu plus swing, des morceaux qu'on va peu entendre en jam session et qui sont très particuliers. Donc moi, j'ai beaucoup appris en jouant avec François Laudet, Michel Pastre, voilà, des gens de la scène swing française. Et du coup, oui, New Orleans, moi je chante toujours cette chanson Do you know what it means to miss New Orleans? New Orleans. Voilà, moi, comme un bon musicien de jazz qui se respecte, j'ai de la nostalgie de New Orleans, de toute la mythologie du jazz, même si j'y suis jamais allé. Donc, c'est une ville qui me fait rêver, enfin, qui me manque, entre guillemets, même si j'y suis jamais allé. Mais il faut que ça se fasse parce que je sais que
enfin voilà, j'imagine que vous connaissez là-bas, mais on me dit qu'il y a une énergie musicale incroyable. Oui, mais tu sais quoi, à Montréal aussi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Je demande un Coco. Oui, justement, tu parles de Montréal ou tu parles de New York. À Montréal aussi, on a des très bons jazzmen ici. D'ailleurs, ton album People Will Say, ça a été enregistré à New York, justement? Voilà. Moi, c'était une façon un peu de, comment dire, de concrétiser mon attachement à New York et mes liens là-bas. Une année, j'ai fait la rencontre de Kenny Washington et Peter Washington, qui sont une super section rythmique. Oui. Moi, j'ai beaucoup écouté, par exemple, dans le trio de Bill Charlap, qui est un super pianiste new-yorkais. Mais ils ont joué avec tellement de gens et accompagné tellement de personnes, respectivement les deux ensemble, et puis séparément. Et voilà, ils ont joué avec tout le monde depuis le début de leur carrière, je sais pas, au début des années 70, de Art Blakey à Tony Flanagan, Tony Flanagan, tout le monde. Voilà, je les ai rencontrés par un ami français qui me les a présentés, et la rencontre c'était super parce que moi j'avais le niveau qui est le mien de pianiste, de chanteur, face à des maîtres, ça pèse pas lourd, qui ont ce CV-là, ce curriculum. Mais ils ont été super encourageants et ils ont vu, je pense, mon amour pour les standards, pour le répertoire, le swing aussi, parce qu'en fait, quand tu vas voir ces gens-là et que tu parles de qui sont tes grandes influences, que tu leur dis ces noms-là, ça crée un lien. Ils voient que tu connais cette musique et que tu as un amour pour des références. Alors, je sais pas, je leur parlais bien sûr de Peterson, mais aussi de Gene Harris, de Sonny Clark, des pianistes connus et des pianistes moins connus. Et voilà, ça clique. Il y a des gens qui se disent ce gars-là, on a envie de l'aider. Et voilà, donc 1 an plus tard, j'y suis retourné après avoir longuement préparé la session d'enregistrement. Et on a fait ce disque en une journée. Donc, on a enregistré 15 titres. Il y en a 12 sur l'album, mais on a tout fait en une journée avec une petite répétition la veille, parce que c'est des gens qui sont aussi très occupés. Et cette photo-là, c'est un peu une photographie de cette session d'enregistrement à New York. Et voilà, c'était un peu mon premier gros projet. J'en suis content aujourd'hui, même si c'est une photo de qui j'étais à l'époque et que ma musique a évolué. Je suis content de ce que ça a donné. I want to be no one but me. I'm in love with a lover who likes me the way I am. I have my faults, he likes my faults. I'm not very bright, he's not very bright. He thinks I'm grand, that's so grand for me. He might be wrong, but if we get along, what do we care? Say we, laughing on the shore, swimming in the sea. I'll tell the lad that I'm grateful and I'm glad that I'm nobody else but me.
I want to be no one but me. I'm in love with a lover who likes me the way I am. I have my faults, he likes my faults. I'm not very bright, he's not very bright. He thinks I'm grand, that's grand for me. We may be wrong, but if we get along, what do we care, say we? When he holds me close, close as close can be, I'll tell the lad that I'm grateful and I'm glad that I'm nobody else but me. Oh, nobody else but me. Pour les jeunes qui veulent venir à New York, qui ne connaissent pas, des jeunes pianistes, les studios là-bas, c'est différent, l'ambiance est différente, c'est très cher. Comment ça marche? C'est différent? Il y a une grosse différence de culture, même si à Paris, il y a une très belle scène jazz. Moi, je pense une des plus vivantes en Europe. Le fait est qu'à New York, comment dire, le jazz, c'est quand même c'est leur musique. Donc, en France, un studio d'enregistrement spécialisé dans le jazz, il y en aura un peu moins. Et même quand ils sont spécialisés, ils vont faire d'autres choses pour remplir leur carnet de commandes, on va dire. Donc, à New York, c'est pas le cas. Il y a des studios où tous les jours, il y a un trio jazz, piano, basse, batterie qui enregistre, ou un quartet, ou un quintet. Tous les réglages sont déjà faits. Le piano enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, déjà des studios qui sont genre super raccords avec une esthétique. Et tous les jours, il y a des super jazzmen qui viennent enregistrer. Donc, quelque part, ça coûte pas si cher que ça. Et là où dans un studio français, enfin voilà, sans aucune malice contre les studios français, mais évidemment, si la veille, ils ont enregistré un projet de jazz moderne ou de chansons françaises avec une harpe, quelque chose, machin truc, il faut compter beaucoup de temps de préparation, par exemple. Là, dans le studio où je suis allé, Acoustic Recording, chez un super ingénieur du son qui s'appelle Michael Bourby. La veille, il avait enregistré avec Rodney Green et je ne sais pas quel pianiste, et voilà. Donc, tout était déjà en place. Kenny arrive, la batterie sur laquelle il adore jouer parce qu'il vient souvent dans ce studio, le piano que j'adore, et c'est parti. Donc, ça permet de faire les choses quelque part très facilement et avec des gens, un ingénieur du son en l'occurrence, qui connaît exactement le son que je voulais. Très professionnel. Il sait c'est fabriquer le son que j'aime, quoi. Formidable, ça. Alors, Coco? oui, pianiste et puis chanteur-interprète. Quand dans tes projets, tu aimes toujours choisir là où tu peux mettre aussi ta voix au service de tes mains? Oui, complètement. Alors ça, c'est aussi un long, comment dire, une longue aventure de comment on se définit comme musicien. Ouais, parce que moi, j'ai commencé le piano quand j'étais petit, où j'ai fait du classique. Comme beaucoup d'enfants à qui on fait jouer des choses qui les intéressent pas vraiment, bah, c'était un peu la corvée. Il fallait un peu me rappeler d'aller au piano, etc. Jusqu'à ce que je finisse par laisser tomber un peu. Donc, il y a eu une longue pause. Et puis, quand j'ai eu 16 ans, j'ai rencontré le jazz un peu par hasard. Et là, je me suis dit, waouh! J'ai écouté un big band jouer à Biarritz, donc au Pays Basque, là où je suis originaire. Et je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette musique? Comment ça se fait que j'en écoute pas? Il jouait Route 66, c'était le big band Bruno Labassi qui jouait ça. Donc, je suis allé à la médiathèque à côté de chez moi, j'ai loué un album de Nat King Cole et les bras m'en sont tombés parce que rien me prédisposait à aimer ça. Mon père, c'est un musicien, mais de musique baroque, qui avait un disque, un vinyle de Duke Ellington, mais qu'il n'écoutait jamais, donc il ne peut même pas s'enorgueillir de me voir passer le virus. Papa. Et du coup, voilà, vous savez comment c'est une fois qu'on est, voilà, justement, ah bah oui, hein. contaminé.
on regarde avec qui un tel a joué, on va emprunter ce CD, et puis on découvre que qui l'accompagne, c'est Oscar Peterson. C'est qui Oscar Peterson, avec qui il joue, et puis de proche en proche, comme ça, on fait sa culture. Et là, voilà, quand j'étais ado et que j'avais découvert quelque chose qui me motivait vraiment, et pas comme un peu la musique classique qu'on me faisait travailler, là, il n'y a plus de limite à l'énergie qu'on peut mettre dans le travail. Et voilà, mes vacances scolaires, je les passais à faire 8 heures de piano par jour. Et c'est là où je me suis fait vraiment une technique. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, d'abord comme pianiste, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à me voir. Comme pianiste et chanteur, parce que je chantais un petit peu et j'essayais de chanter le répertoire de Nat King Cole. Et voilà, pour résumer maintenant plus de 10 ans que j'ai trouvé cet amour-là du jazz. Progressivement, là, le chant a pris plus de place, puis aussi j'ai un peu étudié le chant, ce que j'avais jamais fait. Dis-moi, quand tu es allé voir Marc Thomas, tu en étais où au point de vue chant dans le jazz? Bah, lui, il est arrivé, c'est très bien que tu parles de Marc Thomas, je sais que tu le connaissais, et puis moi, voilà, je pense souvent à lui, il a été très important. Moi, je ne connaissais pas, j'ai vu que c'était le roi du scat. Ouais, voilà. Bah, le crooner français, vraiment, il avait un truc à lui, impalpable, qui était, voilà, résumé, c'était une chance pour les gens qui l'ont connu de l'avoir côtoyé, d'avoir un peu là la bête de scène, voilà, faire ce qu'il faisait, c'est un privilège. Il n'était pas très connu à l'étranger, il n'était jamais allé aux États-Unis, et un jour il m'a dit, tu sais Christine, quand je serai plus là, je pense que là on parlera de moi. Et c'est vrai qu'on parle de lui. C'est vrai. Et mais Pablo, je l'ai vu en concert dernièrement. C'est en fait, je pense que ce genre de chanteur de jazz, c'est l'élégance, le raffinement. Tout paraît simple, tout est de bon goût. Il y a des airs de notes pour un océan d'idées, et il y a juste cultiver le style. Et le style, mais intelligent et qui donne aux gens. Parce que Pablo, quand il nous a fait son répertoire, c'était en période de Noël pour le festival Annecy, eh bien, il a fait son répertoire, mais il a fait des choses qu'il ne faisait jamais, des chansons qu'il a pris pour nous, pour Annecy, pour Noël, et il a remis ça pour cette belle période qui était enneigée. Et les gens ont été super touchés. Tu te rappelles? Bien sûr. Moi, ça me fait très plaisir que tu dises ça, bien sûr. Et puis, quelque part, voilà, les gens qui m'ont beaucoup appris, comme Barry Harris, comme Marc Thomas, l'un au piano, l'autre au chant. Comme tu dis, c'est des gens qui m'ont vraiment encouragé à aller dans la direction du style. C'est-à-dire, ils t'aident à te forger une technique, mais c'est pas la technique comme une fin en soi. C'est pour dire, OK, apprends ces choses-là, mais pour aller plus loin dans la façon dont toi, tu veux faire passer les émotions. Et voilà, Marc Thomas, il chante pas comme je chante. Moi, je suis pas un aussi bon scatteur que lui, par exemple. Voilà, on a un chant différent. Mais il disait, qu'est-ce qui te plaît dans le chant? Qu'est-ce qui te fait vibrer, toi? Et il faut aller dans cette direction-là et trouver voilà, les moyens techniques et devenir plus à l'aise techniquement dans cette direction-là. Mais il faut commencer par savoir ce qui nous touche à nous d'abord. Justement, tu parles de ce qui te touche et puis de personnaliser son jazz. Sur ton album, j'ai retenu 2 pièces, Nobody Else But Me et puis I Got Lost in Your Arms. Alors, j'ai une question personnelle ici pour toi. Toi qui es un homme gay, est-ce que tu trouves que la communauté jazz est quand même assez ouverte aux gens gays? C'est une discussion qui est super intéressante parce que… ça dépend des pays. Je pense que ça dépend complètement des pays et des cultures. Après, il y a toujours une différence entre… comment la communauté se voit et comment elle est vraiment. Je pense que la communauté jazz, elle est fondée sur des valeurs de respect, de liberté, et que c'est vachement important. Après, parfois, dans les communautés, concrètement, les gens ne se rendent pas compte de comment la communauté fonctionne.
Donc voilà, moi d'être gay et puis de mener ma propre réflexion dans comment je me place dans cette musique-là, je pense que c'est pas spécifique. Je pense que si on est une femme musicienne de jazz, pareil, il faut trouver la façon de se placer et pas que avec les idéaux. Merci, je voulais pas faire le parallèle, mais tu as raison. Et pas seulement que par rapport à le jazz, c'est la liberté et les grandes idées, mais aussi comment me traitent mes collègues. Voilà, de quoi on parle, est-ce que je me sens à ma place ou pas, et ça, il faut faire sa place par rapport à ça. Mais bon, je pense que cette place, elle n'est pas plus difficile à trouver dans le jazz que dans la comptabilité ou dans la finance ou dans la vente de fruits et légumes. Je pense que voilà. On est arrivé aux fruits et légumes. Waouh! C'est un monde qui a ses propres règles et voilà, comme tout le monde. Et Coco, comment tu vis ça toi-même dans cette communauté et à Montréal? Comment c'est vécu ça? Je crois qu'à Montréal, on est pas mal ouvert à ça, puis que justement, on fait pas vraiment de distinction quand ça vient à ça. C'est plutôt la qualité de l'artiste qui rentre en jeu, puis c'est ce qu'on veut, dans le fond. Dis-moi, est-ce que tes études de musicologie, parce qu'on est allé voir, tes études de musicologie t'ont donné des repères pour le jazz dans la musicalité, dans l'ensemble? Est-ce que ça t'a aidé un peu aussi, parce que des études de musicologie, c'est un approfondissement quand même de la musique. Bien sûr. Moi, la musicologie, ça a été un peu une transition pour moi, parce qu'avant ça, donc, je faisais Sciences Po, j'ai étudié les sciences politiques, 5 ans à Sciences Po Bordeaux, et c'était une époque où je faisais de la musique en amateur, je payais quelques factures avec le jazz, etc. Mais je me destinais pas du tout à la musique. Moi, je voulais être journaliste ou travailler dans quelque chose qui était un peu logique à la sortie de Sciences Po. Et du coup, pour être sur le plan personnel, quand j'ai fini Sciences Po, que je suis arrivé à Paris, j'ai senti que le monde professionnel n'était pas pour moi parce qu'il m'éloignait beaucoup de la musique et me laissait peu de temps. Donc, plutôt que de dire à mes parents, écoutez, je lâche tout, vous m'avez aidé pendant 5 ans à Sciences Po, mais maintenant je veux devenir un saltimbanque. Il y a eu une période entre les deux où j'ai fait un master de musicologie et ça m'a permis de leur laisser voir venir qu'en fait, je n'allais pas devenir journaliste parce que vous savez comment sont les parents. Ils se disent c'est bon, il a fait Sciences Po, maintenant sa vie, il va être confortable et ça va être réglé. Et, quand je leur ai dit que j'allais devenir un saltimbanque, après la musicologie, c'était un peu plus facile d'être passé par là. Et puis pour répondre à ta question plus précisément, bien sûr, ça m'a donné plein d'idées. Alors, c'est un master de sociologie que j'ai fait à l'EHESS, qui est une école en sciences sociales à Paris. Donc, il y avait aussi un vrai angle sociologie et sur l'histoire de cette musique. Donc, j'ai beaucoup lu de choses et rencontré aussi des gens qui travaillaient sur des sujets super intéressants, pas que dans le jazz. Et ça m'a beaucoup ouvert les oreilles et l'esprit, complètement. Wow. J'aimerais savoir, j'adore Keystone Big Band et puis j'aimerais savoir, toi, c'est quoi ta connexion? Comment tu es arrivé dans le décor avec eux? Pour revenir un petit peu sur un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est comment on se voit. Moi qui me voyais comme pianiste-chanteur, peu à peu, en travaillant la voix, j'ai commencé à accepter de pouvoir être juste chanteur. Pas d'être assis au piano, ce que je fais tout le temps, ou très souvent avec mon trio ou mon quartet, pianiste-chanteur, mais au fur et à mesure, et le fameux Marc Thomas m'a beaucoup aidé là-dedans, il faut se lever du piano, on ne peut pas se cacher derrière l'instrument, et on est debout avec juste un micro devant soi, et on affronte le public. Et ça, c'est un exercice très particulier, parce que du coup, il fallait que je me pose la question de ce que je fais de mon corps, ce que je fais de mes bras. D'habitude, ils sont occupés au piano. Et, tu as aimé l'expérience? Pardon? Tu as aimé l'expérience? Beaucoup. Alors au début, ça fait peur. Ça fait peur et puis il faut un autre type de charisme
parce que voilà, il faut emporter les gens. Cette fois-ci, on est face à eux et on n'est pas face au piano où là, on peut excuser qu'on soit dans la musique et dans le piano. Là, il faut assumer la position. Et donc ça, petit à petit, c'est venu et j'ai pris beaucoup de goût à le faire parce que du coup, c'était des nouvelles sensations. Et du coup, le jour où le Keystone Big Band m'a proposé de les rejoindre sur un projet, un de leurs projets, ça a été une super opportunité. Donc, j'ai dit oui tout de suite. Et en l'occurrence, ça a commencé avec West Side Story, dont ils ont fait une version concert. Donc, toutes les chansons en version concert. Et avec voilà, ce big band qui… Un beau projet, ça. Ouais, bien sûr, parce que c'est le big band qui joue le plus en France. Tu sais, tu es d'origine basque et argentine. Tu dois avoir un peu d'argentin en toi. Mais ton jazz, c'est plutôt justement le swing, les standards, le blues. Est-ce qu'un jour, tu auras un projet qui serait un peu plus latino ou même mélanger le côté plus corsé basque et… Alors, ça, c'est des discussions, notamment une discussion qu'on a eue avant cette interview avec Christine, où elle me parlait un peu de comment on fait pour ouvrir son répertoire et pour inclure le plus de gens possible. Moi, c'est quelque chose que je commence à faire récemment, c'est-à-dire à inclure dans mes sets de la chanson française et parfois des chansons en espagnol aussi. Parce que même si avant, je me disais, j'avais une perspective un peu puriste, c'est-à-dire moi, ce que je veux faire, c'est les standards du Great American Songbook, et je m'estime un peu spécialiste de ça, de Cole Porter, de Gershwin, etc. Maintenant, je me rends compte que c'est généreux, en fait, d'inclure des chansons en espagnol parce que je sais les chanter, des chansons en français parce que c'est ma langue maternelle. D'une part, on peut inclure les gens dans le public qui peut-être ne comprennent pas l'anglais ou dont le jazz c'est pas la culture. D'un coup là, on leur donne quelque chose à se mettre sous la dent et de chanter en espagnol aussi quelque part. Quand je le fais à mes concerts, je me rends compte qu'il y a une façon de rendre ça jazz et aussi de montrer aux gens que j'ai un lien avec la langue de mon père et que quand je chante une chanson en espagnol, je la ressens vraiment. Et voilà, c'est assez récent et j'espère le faire plus dans mon prochain album. Mais ça permet d'avoir une palette qui est plus large, une palette de couleurs un peu plus large et tout en restant fidèle au jazz que j'ai envie de faire, quoi. Ouais, c'est cool ça, de justement d'élargir la palette et d'ajouter des couleurs, ouais. Alors, dis-moi, tu vas venir à Montréal bientôt, Pablo? Oui, j'entends dire que tu viens à Montréal. On va se voir. Ouais, exactement. Hey, we're gonna go clubbing. Let's go clubbing, Coco. Ben oui, jazz clubbing. Oui, justement, moi, donc je serai là début mai. Cool. Et j'entends plein de bonnes choses sur Montréal en général et sur la scène musicale à Montréal. Donc, on me dit qu'il y a un super festival, qu'il y a des clubs qui existent. Et donc, moi, j'ai hâte de venir et de découvrir ça et peut-être d'y jouer. Donc j'ai hâte. Et puis, Coco, j'espère qu'on ira boire un verre. Oui. C'est le mot magique. Si tu rentres au Upstairs, si tu rentres au dièse 11, tu dis Coco Jazz, my friend. Et là, d'entrée, normalement, tu as un drink. Non, mais on ira ensemble avec grand plaisir. Oui, je te montrerai. C'est les 2 grands clubs de Montréal que Christine vient de nommer. D'ailleurs, au dièse 11, en temps normal, avant la pandémie, on avait un jam session le dimanche, un vocal jam session. All right. D'accord. Je ne sais pas par le temps que tu viens si ça va. De haut vol, oui, une belle jam session de vocal, oui. Ouais. Une belle jam. Là où j'ai connu Sonia Johnson, là où j'ai rencontré Kim Richardson, qui vient au festival, là, mené de main de maître. C'est vrai. Donc, ton dernier album, c'est combien? C'est 2019, ton dernier album?
Voilà, c'est ça. C'est le fameux album de New York. Ouais. Et après, le suivant, il arrive quand? Et le suivant, il est en préparation là. Donc, j'espère qu'il va être enregistré avant la fin de l'année, ça c'est sûr. Et sortir. Alors, est-ce que j'arriverai à le faire avant la fin de l'année? Je ne sais pas. Ou début d'année prochaine. Mais, en trio ou en quartet? Alors, il y aura plein de choses. Ce sera du quartet avec ma base trio, qui est quand même mes frères d'armes, on va dire. Du quartet aussi beaucoup, avec le guitariste qui est sur l'album précédent, qui s'appelle Dave Blankhorn, qui est un guitariste australien que j'adore parce qu'il a une culture qui est très blues. À la guitare, le blues, c'est un son quand même particulier. Et ça me permet justement, quand je suis en quartet, d'assumer ma position de chanteur. Si je veux faire un verse, une introduction debout avec mon micro, j'ai un guitariste qui m'accompagne et je peux quitter le piano. Donc ça c'est super de pouvoir jouer en quartet. Et je veux que mon album prochain, au lieu de l'album où j'étais avec Kenny et Peter Washington pour un jour, je veux que mon prochain album il ressemble à ce que je peux donner quand je suis en club avec mon groupe habituel, avec des gens que je connais très bien et avec qui musicalement il y a une vraie complicité. Et en plus de ça, je sais qu'il y aura une proportion de morceaux avec un quatuor à cordes, parce que j'ai commencé à faire ça récemment. Ah, c'est cool ça. Ouais, et ça, c'est super chouette. Ça donne aussi une autre couleur à la musique. Ah, ouais. Je veux aussi, c'est le challenge à produire avant la fin de l'année, que sur mon album, il y ait au moins une ou deux pistes en big band, enregistrées avec un big band. En fait, Coco, je t'explique, quand tu vas chez Pablo, il y a marqué son nom et en dessous, il y a marqué laboratoire. C'est-à-dire qu'en fait, tout est en projet, tout est en chantier. Justement, une de mes questions, c'était c'est quand ton prochain projet, c'est quoi ton prochain projet? Mais là, dans ce projet, il y a des mini-projets. Exactement. Mais parce que je pense que c'est important comment dire, que ce prochain album, moi j'ai vraiment envie qu'il ressemble à tout ce que j'ai fait au cours de ces dernières années, depuis le précédent. Et depuis le précédent, il s'est passé beaucoup de choses. Je me suis mis à chanter avec un big band, je me suis assumé comme chanteur et pas que comme pianiste-chanteur. J'ai travaillé avec des quatuors à cordes et tout ça, ça fait partie de qui je suis musicalement maintenant, et j'ai vraiment envie de donner à voir tout ça, quoi. Cool. Et là, tu as fait ça en combien d'années? Ta carrière professionnelle, vraiment, elle a commencé quand? Ma carrière professionnelle, elle a vraiment commencé en 2014-15. Voilà. Ah oui, c'est très court. Tu as fait beaucoup de choses, hein? Ouais, j'ai fait beaucoup de choses. C'est le moment où je me suis dit, voilà, je quitte mon boulot alimentaire et je me lance vraiment dans le jazz, et je vois si le destin me donne une chance. Après tout, je me disais peut-être que ça va pas marcher et que voilà, je reviendrai à autre chose. Il se trouve que ça a marché. J'ai eu mon intermittence au bout de 2 ou 3 ans. Et voilà, ça a pris un certain temps de bifurquer et puis de se refaire un réseau, de rencontrer les gens à Paris. Et maintenant, j'ai l'impression que je suis bien installé. J'ai l'impression que j'ai résisté au confinement et puis à cette espèce de tri, quoi, qui a été fait dans le milieu avec des gens qui ont été découragés artistiquement ou financièrement. Ouais. Donc là, je me sens installé dans mon petit milieu à mon modeste niveau, et puis j'ai hâte de reprendre cette évolution là qui avait été un peu interrompue par la pandémie. Je te remercie beaucoup. On peut te voir partout sur Internet et sur les réseaux et sur ton site. Et moi, écoute, je te fais un gros bisou d'Annecy où il fait très beau aujourd'hui. Le lac est magnifique. Et Coco, par contre, c'est pas le même temps, je crois. Non, ici c'est gris. Il fait plus que -10 Celsius, évidemment.
Et puis, on attend du verglas, pluie, neige, de la glace. Ça sent bien, là. On reste à la maison, on écoute du jazz. Oui, restez en contact, les loulous, restez en contact. Oui. Sérieusement, on va sortir ensemble, on va aller traîner dans les clubs jazz. Avec Coco, c'est magique. Avec Coco, c'est magique. C'est magique. Le rendez-vous est pris. Oui, et puis je te souhaite beaucoup de chance avec ton nouveau projet, beaucoup de succès aussi. Et évidemment, tu nous tiens au courant, comme ça, on peut tenir nos auditeurs et auditrices au courant de. C'est-à-dire que maintenant qu'il a aussi un pied dans la comédie musicale, alors là, ça va être terrible. Dis-moi, Pablo, avant qu'on se quitte, est-ce que tu es un bon danseur? Absolument pas. Merci, Pablo. Merci. On t'embrasse. Christine, merci Coco. Merci pour l'interview et merci pour ce que vous faites pour le jazz.